Cher Bruno Racine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'actualité artistique est riche et va, j'en suis sûr, rythmer notre conversation autant que votre parcours professionnel, académique. Et je sais que les anecdotes ne manqueront pas pour nous donner votre vision de ce qu'est l'art aujourd'hui. Et puis pas seulement, de ce qu'il peut être demain, de ce qu'il peut offrir à tous ses publics, quel que soit leur âge, et nous faire sortir aussi de nos zones de confort. Il a ceci d'intéressant que l'art ne porte pas seulement que la vision de l'artiste, qu'il porte sur le monde, mais qu'il est comme un miroir qui interroge la nôtre, qui la façonne, qui l'ouvre, qui parfois vient fissurer une forme d'armure. Alors, on va parler ensemble de l'art et de ce qu'il a à nous transmettre, mais aussi un homme, une pensée, c'est le jeu de votre pensée et de l'homme que vous êtes. Voilà, avant d'aller découvrir, je crois, l'exposition qui nous attend en bas dans la sacristie. Très succinctement, vous êtes passé par de grandes écoles, l'école normale supérieure, Sciences Po, l'ENA, la Cour des comptes, puis vous avez été chargé de mission au cabinet du Premier ministre Jacques Chirac, qui nous a quittés récemment. Alors, si vous me le permettez, je vais compartimenter un petit peu votre bio pour vous interroger sur ces personnages que vous avez fréquentés, que vous avez côtoyés, avec lesquels vous avez travaillé, et qui ont peut-être apporté quelque chose aussi au paysage artistique actuel, et nous ont ouvert à des cultures nouvelles. Alors, commençons par lui, si vous le voulez bien, Jacques Chirac et son musée des arts premiers, l'Océanie, le Japon, l'Afrique, qu'il aimait beaucoup. Jacques Chirac avait un rapport particulier, enfin, se positionnait un peu en opposition, on peut dire, à la culture classique traditionnelle, tout en étant respectueux de celle-ci. Et il avait énormément investi personnellement, justement, dans les arts asiatiques, le Japon, la Chine, évidemment, et aussi, on s'en souvient, les guignols de l'info en avaient fait toutes sortes de sketchs, les taïnos des Caraïbes et les arts dits premiers, d'où ce musée qui est vraiment son projet, qui avait commencé, si vous en souvenez, par l'idée de créer une section au Louvre consacrée à César. Non pas Jules César, mais à César-là. Et donc, il avait expérimenté à cette occasion la résistance, si je puis dire, de l'institution face à cette idée. Et donc, ce qui était au départ un projet relativement modeste, qui existe toujours d'ailleurs par la salle, il y a toujours une salle qui est consacrée au Louvre, mais dont la raison d'être aujourd'hui est un peu discutable, puisqu'il y a ce musée du Quai Branly, où ces œuvres trouveraient tout naturellement leur place. Et alors, il le faisait dans une... il y avait à la fois un goût personnel, l'idée aussi de choquer un peu la bonne bourgeoisie classique en disant qu'au fond, ces œuvres ces masques océaniens étaient à mettre au même niveau que la Joconde. Mais il y avait aussi une vision tout à fait sincère et politique, sortir de l'occidentalocentrisme, de l'ère coloniale ou de ce qu'il en restait dans les esprits, pour signifier que toute culture, même les plus modestes ou disparues pour certaines, ont quelque chose à apporter à l'humanité, d'où ce musée. Et ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la phase dans laquelle nous sommes entrés aujourd'hui, qui est d'une mauvaise conscience de notre part et une revendication de leur propre identité par des États neufs, qui va peut-être amener à restituer. Enfin, le président Macron a déjà décidé de certaines restitutions, mais ce qui donne à penser que la phase universaliste, entre guillemets, mais située à Paris, à laquelle Jacques Chirac avait attaché son nom, voilà, va peut-être laisser la place à d'autres développements. Oui, avec le Bénin, et on a connu aussi l'affaire des fontaines du palais de Shanghai récemment, mais là, ça concernait plutôt le marché de l'art et les maisons de vente. Après être passé par le cabinet, je le disais, de Jacques Chirac, un autre Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, et entre les deux, vous avez été directeur général des affaires culturelles de la ville de Paris, et à cet égard, je crois que vous avez une anecdote, vous connaissiez
déjà les lieux, avant même que l'on s'y retrouve ce soir, les Bernardins? Je connaissais les Bernardins, oui, ah oui, c'est grâce à Jacques Chirac qui m'a nommé à cette responsabilité très jeune et assez lourde. Et Laurence Pascalis, ici présent, s'en souvient, puisque nous étions dans cette direction qui s'est installée dans le Marais, dans un bel hôtel à l'époque. Je connais les Bernardins, oui, depuis cette époque, puisque le bâtiment appartenait à la ville de Paris, qu'il était depuis le 19e siècle une caserne de pompiers, ce qui n'était pas leur usage le plus naturel, mais qui avait eu comme avantage de préserver le bâtiment, qui avait été relativement peu altéré, sauf la partie où nous sommes, qui avait été complètement remaniée. Mais la grande salle du rez-de-chaussée et le cellier, qui lui était aux trois quarts enterré d'ailleurs, était intact. Et donc à l'époque, le cardinal Lustiger réfléchissait à l'idée d'un... C'était pas très clair en réalité au départ, mais il y avait l'idée d'un musée d'art sacré. Enfin, il y avait l'idée d'un lieu culturel, patrimonial, qui serait aussi un lieu de contact avec le monde contemporain. Et donc voilà, avec Jean, c'est sous ma direction que la première étude de restauration du lieu a été faite. Et ensuite, évidemment, on est au projet, enfin, on est la réalité que vous connaissez. Vous avez été également directeur de l'Académie de France à Rome, qui est mieux connue sous le nom du lieu qui l'accueille, la Villa Médicis, qui accueille, je crois, chaque année une vingtaine, ou pour des vacations de combien? De quelques années, 2-3 ans? À l'époque, oui, ils étaient une bonne vingtaine, et les séjours pouvaient aller jusqu'à 2 ans. C'était en plus généralement 1 an, rarement 6 mois ou 18 mois. Et depuis la réforme qu'avait voulu André Malraux, qui avait complètement modifié le règlement. Auparavant, c'était l'Académie. Enfin, il y avait le fameux concours du prix de Rome, qui était organisé par l'Académie des Beaux-Arts. Donc le recrutement des pensionnaires, c'est leur nom depuis Louis XIV de l'Académie, se recrutait dans toutes sortes de disciplines. Donc pas simplement les disciplines traditionnelles et la composition musicale ou l'architecture, mais aussi des écrivains, des scénaristes, des designers, enfin, des cinéastes même, et des photographes. Ça, c'est une visite qui vaut vraiment la peine si l'on passe à Rome. Mais on y reviendra, on y reviendra. Vous avez été président du Centre Pompidou et puis de la Bibliothèque nationale de France. Alors là, on va s'attarder un tout petit peu. J'avais imaginé que peut-être, au cours de cette conversation, nous aurions pu nous promener, proposer à notre public, à vous tous, une promenade ludique à travers la classification des arts, les 10 arts. Et pour les passer en revue, l'architecture, la sculpture, etc., jusqu'à la bande dessinée. Et là, avec le Centre Pompidou et puis plus tard la BNF, vous verrez qu'on va avoir une promenade pleine de bonnes surprises. Le Centre Pompidou est à l'honneur en ce moment de l'actualité parce que le président de la République vient d'inaugurer le Centre Pompidou de Shanghai. Est-ce que ça, c'est un projet que vous avez suivi? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Je ne l'ai pas suivi, mais je l'ai espéré. Et à l'époque où j'ai dirigé cette institution, mon intuition, le Musée national d'art moderne, qui est l'ossature du Centre Pompidou, a une vocation très large. C'est pas simplement les collections, ce n'est pas simplement la scène française qui l'entend représenter. Et donc, il me paraissait tout à fait essentiel à l'époque de l'ouvrir, enfin de le brancher, si je puis dire, de le connecter aux scènes artistiques qui allaient complètement modifier la cartographie artistique du XXIe siècle, notamment l'Asie, mais aussi le Brésil. Et donc, j'avais fait une première tentative et nous avions signé même un accord avec la ville de Shanghai pour un projet assez similaire à celui qui, Dieu merci, voit le jour maintenant, et qui s'était heurté in extremis une certaine réticence de Pékin, car il y avait des luttes de pouvoir au sein entre le clan de Shanghai et le clan de Pékin, et donc finalement cet accord n'a pas eu de suite à l'époque, et au contraire, donc Serge Dasville, l'actuel président, a réussi à concrétiser l'idée dans un contexte plus difficile, car aujourd'hui, le
régime s'est, sur le plan idéologique et artistique, beaucoup durci. On y reviendra. Et à la BNF, également à la Bibliothèque nationale de France. Puis vous êtes le père de 4 enfants et de 13 ou 14 livres. 14. 13 livres. Je n'ai pas écrit sous pseudonyme. Donc. Et prix du premier roman. Et là, on y reviendra en parlant de la littérature tout à l'heure. Quelle serait votre définition, Bruno Racine, de l'art ? Vous commencez assez fort. Et il y a justement... c'est pas du tout une question évidente. Et j'y réfléchissais d'ailleurs par rapport à ce lieu, parce que... je me souviens du discours qui n'était pas sur l'art, mais sur la culture, donc que le pape Benoît XVI avait prononcé en ces lieux en 2015. Au moment de l'inauguration. 2005, au moment de l'inauguration. Et j'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet, mais qui n'a... Bon, bref, et je crois que Céline l'a dit il y a quelques minutes. La question d'ailleurs s'est posée de savoir si l'art sous la forme les arts plastiques, on va dire contemporains, avaient leur place au Bernardin. Et moi j'étais absolument convaincu que la réponse était positive, puisque c'était même l'idée de base du cardinal Lustiger que ce lieu soit un lieu d'ouverture ou justement à la culture contemporaine, même lorsque elle nous désoriente, voire nous heurte ou nous choque. Alors je dis ça parce que, pour revenir à votre question, quand on lit, il y a régulièrement des adresses ou des lettres ou des messages que les papes adressent aux artistes. Il y avait une très belle lettre de Jean-Paul II aux artistes. Benoît XVI a fait de même. Il s'y réfère à son prédécesseur. Il se réfère également à ce que disait Paul VI au moment du concile, sur l'idée que il faut, partant de l'idée qu'il y a eu une coupure entre les artistes et l'Église, il fallait montrer aux artistes que l'Église avait besoin de l'art et des artistes. Et l'art est toujours dans ses discours, et ce serait souvent la même chose avec les philosophes d'ailleurs, est lié à la notion de beauté. Et dans une réflexion théologique, la beauté aussi est liée à la notion de vérité. Donc la beauté artistique est en quelque sorte un reflet de la vérité éternelle ou de la bonté de Dieu. Bon, bref. Alors, l'idée que l'art produit du beau, ou que la définition de l'art produit du beau, est en fait extrêmement problématique. Et c'est le fameux paradoxe de Pascal, quand il dit quelle vanité que la peinture, qui nous fait, je ne sais plus le texte exact, qui te fait admirer des objets ou des images dont on n'admire pas l'original. C'est vrai que quand vous voyez une nature morte avec des carottes, des oignons, il faut dire quel magnifique tableau, alors que les mêmes légumes sur une table de cuisine ne déclenchent pas des cris d'admiration. Qu'est-ce qu'on admire lorsqu'on dit qu'une nature morte est belle? On peut admirer la perfection du savoir-faire de l'artiste, c'est-à-dire, dans une conception qui remonte au grec, sa capacité d'imitation, l'art comme imitation du réel ou de la nature. On peut aussi l'admirer, c'est le cas par exemple des extraordinaires natures mortes du siècle d'or espagnol, le sens caché ou le sens symbolique qui est lié et que l'artiste a voulu y mettre, et qui évidemment n'est pas de la même nature que l'objet matériel lui-même. Est-ce que l'art produit du beau lorsqu'on voit les cauchemars de Goya, lorsqu'il montre ou de Jérôme Bosch? Donc, alors, au moins dans l'art, disons, classique, enfin jusqu'au début du XXe siècle, pour parler de l'art occidental, depuis la Renaissance, on a des cadres, on peut admirer le savoir-faire, toutes sortes de valeurs. Mais qu'en est-il au XXIe siècle, maintenant que cela fait déjà un siècle que les Duchamp, Warhol et autres sont parfaitement reconnus comme même les artistes majeurs du XXe siècle, aux côtés de Picasso ou de Matisse.
Alors que, évidemment, lorsque vous présentez une roue de bicyclette, vous avez souvent cette réaction. C'était d'ailleurs ce qui se passait au Bernardin. Mais n'importe qui, je peux aller au BHV, je vais acheter une roue de bicyclette, je dis que c'est de l'art. Et non, est-ce que ce n'est pas un canular? Enfin, et donc, cette réaction pouvait même être assez virulente, je dirais. Et je pense qu'elle n'a pas fini de les... Donc je pense que au fond, la réponse qu'on peut donner, pourquoi on peut dire que c'est entré dans la sphère de l'art, c'est parce qu'il y a un sens qui est attaché à ce geste. Et d'ailleurs, le fait de le muséographier ou de le muséifier peut faire perdre la notion du contexte et du sens en question, comme si la fameuse fontaine de Duchamp, c'était un urinoir présenté à la verticale, signé, était à mettre exactement sur le même plan ou était de même nature qu'une sculpture, un bronze de la Renaissance. Donc en fait, la question aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de règles, on ne croit plus aujourd'hui, comme Kant, qu'il y a des choses qui plaisent universellement et sans concept, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une évidence de la beauté. Non, ceci appartient à une autre époque. Hegel avait bien vu lorsqu'il dit l'art est une chose du passé. L'art est une chose du passé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'artiste, il n'y a plus d'activité artistique, c'est-à-dire simplement que l'art ne peut plus prétendre au rôle qu'il avait dans la Grèce antique, par exemple, c'est-à-dire refléter ou exprimer l'âme d'un peuple. Au moins depuis la Renaissance en Occident, mais je suis peut-être trop long, mais en fait, je vous en prie. c'est la subjectivité finalement de l'artiste qui va occuper de plus en plus de place. Il y a à ce propos d'ailleurs, on peut dire, il y a l'image et il y a l'icône. Je pense à cela parce que, bon, encore une fois, les Bernardins ont cette fonction aussi de réfléchir au rapport entre la foi et la... je ne sais pas si... La transcendance. Voilà. Certains d'entre vous ont sûrement lu ce livre d'une ancienne conservatrice du Centre Pompidou, qui est Catherine Grenier, qui est maintenant directrice de la Fondation Giacometti, qui s'appelle « L'art contemporain est-il chrétien ?» si je me souviens bien. Et elle rappelle qu'au fond, on passe... il y a une sorte d'oscillation où il y a entre l'icône et l'image. L'icône qui est évidemment la forme qu'a choisi l'Orient chrétien, orthodoxe principalement. Et dans l'icône, l'artiste s'efface en réalité. Il ne cherche pas à donner l'illusion que ce qui est peint est une reproduction fidèle de la nature ou de ce qu'on peut voir, comme le serait une photographie. Et l'Occident latin, à partir de la Renaissance, choisit l'image. Autant l'image tend vers l'unité, c'est-à-dire qu'en fait, l'icône tend à représenter une réalité supérieure, suprême, une vérité. L'image, elle, c'est au contraire ce que lui reprochait Platon. D'ailleurs, c'est l'éparpillement, c'est la dispersion. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas même deux carottes identiques dans la nature. Donc, quand on veut imiter la nature, on est forcément dans la dispersion. Et du coup, toute l'histoire des derniers siècles, c'est ça. Les artistes se défont du style et au fond, je pense qu'on le verra avec ce qui est présenté. Enfin, j'ai pu juste jeter un coup d'œil dans la sacristie. Il faut entrer dans la subjectivité de chaque artiste. C'est cela qui fait la difficulté de communication entre l'art contemporain et le public. On croit avoir une familiarité immédiate avec un tableau. Il y a des expositions sublimes en ce moment à Paris, avec cet art ancien, comme disent les sociétés de vente aux enchères, qui est un peu illusoire d'ailleurs, parce qu'en réalité, pour pénétrer un tableau même du Gréco ou de Degas, c'est pas si évident que cela. Mais il y a une forme d'évidence, si je puis dire. On voit, ça représente une femme qui se baigne, ou des chevaux au galop, ou
un chevalier qu'on enterre, peu importe. Tandis que dans une installation, une œuvre contemporaine, non, ça n'est pas... C'est rare. Et même à la limite, si c'était trop littéral, ça serait une platitude. Donc voilà, je pense que je n'ai pas répondu à votre question, mais enfin, j'ai répondu à votre question en disant que, à mon sens, enfin, la définition de l'art n'est d'abord, c'est pas forcément les artistes ou ceux qui parlent de l'art qui en donnent, notamment les philosophes qui en donnent ou les écrivains qui en donnent la meilleure personne. Mais pour moi, il n'y a pas d'art si celui qui a conçu l'œuvre, quelle qu'en soit la nature, n'a pas voulu y mettre une signification qui va au-delà de sa perception immédiate. Encore que, comme vous disiez qu'il fallait rentrer dans cette subjectivité de l'artiste et qu'aujourd'hui, les œuvres étaient rares qui s'imposaient objectivement au goût du monde. Et pourtant, il y a encore aujourd'hui, peut-être même plus que jamais, par la rapidité des communications et les médiums, les médias qui sont aujourd'hui à notre disposition, des œuvres qui ont un succès universel, au cinéma ou à la musique, dans la musique par exemple, avec certains artistes qui sont universellement connus ou appréciés, dans la pop culture par exemple, ou au cinéma avec les Avengers, qu'on aime ou pas, les super-héros américains, mais qui remportent des succès de box-office à chaque fois qu'un nouvel épisode sort sur grand écran. Mais on va se lancer dans cette aventure, revenir à plusieurs des points que vous avez abordés, sur l'esthétisme, la technique, l'imitation, la symbolique. Mais parlons d'abord de ce premier des 10 arts, l'architecture, parce que la Villa Médicis est un joyau, celle que vous avez présidée, dont vous avez été le directeur, est un joyau au milieu de cette ville extraordinaire, Rome. Et puisque vous parlez des lieux et d'une œuvre d'art qui ne s'apprécie pas de la même manière selon qu'elle est dans son écrin d'origine ou au mur d'une exposition. Moi, je pense à quelques encablures de la Villa Médicis, à la Villa Borghese, où l'on voit des Bernins extraordinaires, des tableaux des Caravages qui semblent avoir été dessinés, peints que pour être posés là, au milieu de toute cette splendeur. Dans le cas de la Villa Borghese, certainement, puisque ça a été conçu pour être l'écrin d'une collection. Et ça l'est resté. Ce qui était également le projet de Ferdinand de Médicis pour la Villa Médicis. C'était un collectionneur passionné et cette architecture était conçue pour être voilà, une sorte de musée, parce que c'était assez largement ouvert au public, principalement de sculptures. Il y avait aussi... Donc quand on admire, vous voyez, il y a une façade sur la ville de Rome qui est une austérité extrême, il n'y a aucun ornement. Et au contraire, sur le jardin, vous avez cette architecture. C'est une sorte d'anthologie de sculptures, puisqu'il y a des bas-reliefs encastrés qui sont restés et toutes sortes de niches qui sont vides aujourd'hui, mais qui étaient au XVIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe encore remplies de statues. Donc, quand les descendants des Médicis ont voulu se séparer de ce qui n'était plus qu'un fardeau, ils ont rapatrié à Florence, dont c'est les joyaux, la collection d'antiques qui était à Rome. Donc, alors c'est ces lieux qui étaient censés, jusqu'à il y a peu finalement, parce que les études d'architecture, aujourd'hui, quand on voit les dessins d'architectes jusque dans les années 50, je dirais, il y avait un apprentissage de la main extraordinaire et de l'œil aussi. Donc les prix de Rome étaient censés étudier des monuments italiens, antiques notamment, les restituer, etc. Donc il y avait une forme de perfectionnement qui aujourd'hui est un peu dépassé, même si je pense que les architectes qui viennent à la Villa Médicis aujourd'hui n'y viennent plus pour se pénétrer des différents éléments d'une colonne corinthienne, mais même si ça peut continuer aussi à les intéresser, mais plutôt à des problématiques qui sont celles de beaucoup de grandes villes et qui se sont énormément étendues, et d'habitabilité, et aussi, évidemment, ça c'est très italien, mais ça nous concerne directement, comment quand on est dépositaire d'un patrimoine architectural, urbanistique aussi extraordinaire,
plutôt continuer à le faire vivre, l'augmenter pour qu'il soit aussi adapté au mode de vie et aux changements les plus récents. La sculpture, à présent, la sculpture, puisque je parlais du Bernin, on pourrait citer Michel-Ange et tant d'autres. Quel est votre regard là-dessus? L'actualité nous en offre un exemple avec l'inauguration toute récente à côté du Petit Palais, dans les jardins qui jouxte le Petit Palais d'une œuvre, on va dire, diplomatique. Un beau cadeau, vous voyez duquel je veux parler. Un gros bouquet de tulipes. Je ne l'ai pas vu, hein, en fait, bien que je travaille pas très loin. Je pense que la ville, c'était un cadeau qui semble avoir embarrassé aussi la ville de Paris pour trouver le lieu adéquat, d'autant plus que l'installation suppose... il a l'air léger, enfin, ce bouquet a l'air léger, mais en réalité, il est extrêmement pesant. Enfin, pesant en nombre de kilos. 13 tonnes, avec son piédestal. Je pense que la démarche de l'artiste était sincère. C'est-à-dire que je crois qu'il était réellement touché par les attentats qui ont endeuillé Paris. Au fond, on met des fleurs sur les tombes, donc je comprends la logique du choix qu'il a fait. Pour moi, Jeff Koons, c'est je ferais un parallèle avec un artiste du siècle dernier, pas du siècle dernier, de l'avant-dernier siècle, je suis obligé de dire maintenant, qui était Léon Bonnard, qui était le portraitiste de tout ce que la France a compté d'illustres ou de moins illustres, Victor Hugo, etc. Mais qui en tant que peintre aujourd'hui n'est plus considéré comme un artiste majeur, même si tout ce qu'il a fait n'est pas nul, loin de là, mais c'était un collectionneur extraordinaire. Il avait un œil unique. D'ailleurs, si vous réussissez à voir l'exposition Vinci, vous verrez qu'il avait réussi à acquérir des dessins de Vinci qui sont montrés, d'où le musée Bonnat à Bayonne, qui, je ne sais pas s'il doit être fermé d'ailleurs depuis des années. Il est en réfection durable apparemment, et j'espère qu'il rouvrira. Mais je dis ça parce que Jeff Koons est un très grand collectionneur d'art ancien, et car même si c'est un homme qui est un modèle maintenant de l'artiste entrepreneur, si je puis dire, ce n'est pas un personnage qu'on peut traiter par le mépris. Il n'est pas le seul d'ailleurs, et là on pourrait faire, je reprends la question de ce soir, qu'est-ce que l'art a à nous transmettre selon vous, des hommes comme Jeff Koons, Damien Hirst et ces très grands artistes contemporains dont les œuvres produites par des ateliers comme à cette grande époque de l'Italie remportent des succès colossaux, défraient la chronique des salles de vente, qui sont des artistes dont les œuvres sont immédiatement accaparées par de très grands collectionneurs qui se livrent à une véritable surenchère, une course, une querelle, achètent les plus beaux lieux à Venise ou ailleurs. La fondation Franck Gehry, voilà, un architecte qui a fait quelque chose d'impressionnant dans le bois de Boulogne. Qu'est-ce que d'après vous, qu'ont-ils à nous offrir? Sommes-nous vraiment les spectateurs de quelque chose qu'ils veulent comment dire, imprimés à notre rétine, ou sommes-nous là comme des faire-valoir de leur cote, si je puis dire les choses de cette manière? Effectivement, il y a eu au cours des années récentes une sorte d'emballement du marché de l'art. Donc les artistes que vous avez mentionnés sont effectivement au sommet de leur valeur monétaire, si je puis dire. Est-ce que celle-ci sera durable? Nécessairement, un jour, elle diminuera, voire s'effondrera, parce qu'il y a toujours un phénomène de déclassement qui intervient à un moment donné, et de réévaluation. Mais je pense que moi je les mettrais peut-être pas je les mettrais pas sur le même plan de Damien Hirst. Quelqu'un qui,
il en est beaucoup question dans le livre de Catherine Grenier, dont je parlais d'ailleurs. Le veau d'or. Oui, la mort aussi. Enfin, d'où l'interrogation d'ailleurs sur une interprétation chrétienne possible, si je puis dire, d'un tel artiste, alors qu'il n'y a pas de référence religieuse dans son travail. Hormis les vanités, voilà, que l'on retrouve dans la symbolique de la peinture de genre, les crânes constellés de diamants, voilà, etc. mais d'une manière, évidemment, on n'est plus dans le tableau qu'on peut mettre au mur de son cabinet et dans lequel on peut méditer. Jeff Koons, c'est plus le kitsch, n'est-ce pas? C'est une sorte de joyeux d'ironie et qui dit quelque chose de notre époque aussi, hein, et d'un certain néant. Est-ce qu'avec Jeff Koons ou d'autres aujourd'hui, on n'assiste pas à une époque qui regarde une représentation d'elle-même, qui elle-même, vous voyez, comme une mise en abîme? Ce que je veux dire, qu'on ne peut pas non plus, limiter, enfin, une réflexion ou un discours sur l'art contemporain simplement à quelques artistes qui ont atteint les sommets dont vous parlez, qui sont encore une fois qui sont représentatifs de notre époque, mais qui n'expriment pas la totalité. Et donc moi, je suis d'ailleurs en ce moment même chargé d'une mission sur la condition des artistes et des auteurs en France. Évidemment, et je parle d'artistes ou d'auteurs authentiques, et qui ne sont pas du tout dans la situation de ces stars qui sont en fin de compte très peu nombreuses, mais qui sont la réalité aussi de la création aujourd'hui. Parlons du troisième art, les arts visuels, la peinture, le dessin. Vous avez évoqué ces dessins de Léonard de Vinci, dont l'exposition est en ce moment au Louvre. 120 œuvres réunies, c'est la plus grande jamais. 120 œuvres sur environ 200. C'est la plus grande jamais présentée en Europe pour célébrer les 500 ans de la mort du grand peintre de François Ier. Une incroyable modernité aussi, 15 tableaux seulement, tous d'une grande perfection, pour ceux qui ont été en tout cas achevés, mais on distinguait déjà l'esquisse de la perfection, du génie du maître. Et puis une autre actu, c'est celle de la Foire internationale d'art contemporain qui a confirmé l'attractivité de Paris sur ce marché de l'art, avec une hausse des fréquentations, 200 galeristes, des centaines et des centaines d'auteurs, d'artistes justement contemporains, moins connus du grand public, mais qui ont quand même attiré beaucoup de monde. Qu'est-ce que ces deux phénomènes-là ont à nous dire de notre époque? Encore une fois, qu'est-ce que cet art-là vient nous dire? Beaucoup de choses, certainement, pour Léonard de Vinci, mais en effet, c'est une exposition assez extraordinaire pour ceux qui arriveront à la voir, parce que je pense que les places sont déjà survendues. À Londres, il y avait eu plus de peinture, mais il n'y avait pas cet environnement extraordinaire de dessins, les carnets qui sont conservés à l'Institut de France, qui montrent effectivement on entre véritablement dans le cerveau de Léonard, cette espèce de curiosité, ce soin méticuleux à comprendre le réel. C'est vraiment une force de pénétration qui est assez extraordinaire. Ce que je peux dire, c'est que une exposition comme celle-ci se justifie non seulement parce que sur le plan économique, elle va certainement générer pas mal de recettes. Je pense qu'elle a coûté aussi pas mal d'argent. Mais elle apporte un regard, je pense, unique, parce qu'on ne verra pas avant longtemps un tel rassemblement d'œuvres autour des tableaux les plus connus. La FIAC, je ne sais pas qu'en dire, parce qu'en fait, il faudrait savoir. La fréquentation, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une foire, donc c'est un lieu où on vend. Donc on va y trouver ce que les galeristes pensent qu'il va trouver acquéreur. Donc il n'y a pas d'audace particulière, il y a plutôt disons, c'est la qualité, mais
vous n'y trouverez pas vous n'aurez pas de véritable surprise. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est, et ça, ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est combien d'œuvres ont été achetées, à quel prix aux artistes français. Est-ce qu'il y a une différence entre les artistes américains ou allemands chinois. Et les Français, chinois? Ils sont peu présents à Paris. Puis le marché de l'art chinois est, sa transparence est, voilà, est douteuse, on va dire. Oui, on voit des enchères à des dizaines de millions de dollars qui correspondent, on ne sait pas très bien à quoi, honnêtement. Même savoir si les prix sont réellement payés, est-ce qu'il y a du blanchi. Bref, donc ce n'est pas encore tout à fait à mettre sur le même plan que la cote des grands artistes dont on a parlé tout à l'heure. Donc la FIAC, oui, c'est important que le marché de l'art soit, parce qu'au fond, les artistes, ils vivent aussi de la vente de leurs œuvres. Mais encore, faudrait-il savoir si nos artistes, et je dis ça, ou les artistes qui travaillent en France, pas forcément français d'ailleurs, en bénéficient réellement. Il y a, on va rester un instant encore dans les arts visuels, une exposition en hommage à Rose Valland qui est organisée à Grenoble. Elle travaillait au jeu de paume et elle a permis la restitution de près de 45 000 œuvres d'art qui avaient été spoliées par les nazis. Et en prenant des notes, en écoutant, elle parlait très bien l'allemand et toutes les œuvres qui étaient spoliées passaient par le jeu de paume et elle en prenait des notes scrupuleuses, écoutait ce que disait Göring, le voyait venir se servir le soir dans ses énormes collections pour agrandir les siennes. Et là, peut-être que c'est un temps, c'est un héritage, une histoire qui nous parle de ce que l'art a à transmettre, parfois de négatif. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais la spoliation passe aussi par la destruction de ce que les nazis appelaient l'art dégénéré, et eux-mêmes avaient un art officiel qui lui-même fait écho aux arts des régimes totalitaires qui en avaient, l'art en tant que véhicule d'une idéologie. Mais dans ce que les Allemands ont pillé, il n'y avait pas que de l'art dégénéré, loin de là. Ils se sont servis abondamment d'œuvres du 19e, du 18e ou plus anciennes. Donc, c'était des collections entières. Mais il y avait aussi, effectivement, des œuvres du XXe siècle majeures, notamment de Picasso. Enfin, on voyait des collections la collection d'Alphonse Kahn, par exemple, des grands collectionneurs de ce calibre ont été pillés. Alors, les unes pour être achetées par des marchands qui ensuite les ont vendues, d'autres, celles qui plaisaient à Göring pour sa délectation personnelle. Et ça posait la question, en effet, après la guerre, de la restitution de ces œuvres. Et un grand nombre ont pu être rendus à leurs propriétaires ou aux ayants droit des propriétaires, mais il s'en faut beaucoup que ce fut la totalité. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une catégorie spéciale dans les œuvres, dans les musées publics. Vous voyez, c'est marqué MNR, Musées nationaux récupération. Ce sont des œuvres dont l'État ou la collectivité publique qui les monte n'est pas propriétaire, sait qu'elle n'est pas propriétaire, mais dont on ne peut pas retrouver celui qui aurait aujourd'hui un titre à le réclamer. Et moi, j'ai eu affaire à cela au Centre Pompidou. Il y avait des revendications encore et des transactions qu'il fallait faire quand il y avait incertitude, puisque, bon, évidemment, compte tenu de la guerre, des horreurs de la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, le bénéfice jouait plutôt le doute bénéficiait profitait. Voilà. Ce sont parfois de véritables polars, d'ailleurs. Un certain nombre de documentaires ont été faits sur ces questions, des films même, qui sont passionnants. Mais sur cet art qui obéit à une stratégie, il a là quelque chose à nous transmettre de presque, on peut le dire ici, méphistophélesque. N'est plus là que pour servir le beau, l'esthétisme, faire croître une forme de conscience de soi, du monde. Il est là pour servir une idéologie, une propagande. Oui.
mais qui regarde aujourd'hui les peintres officiels du Troisième Reich? Heureusement, enfin, il y avait des sculptures. Alors, ce qui est un cas intéressant, c'est le cas de enfin, il y a l'art soviétique aussi, mais jusqu'au début, enfin, pratiquement au milieu des années 20, l'URSS est au contraire un lieu de fermentation artistique extraordinaire. Hein. L'école de Vitebsk, etc. Avant qu'il y ait une reprise en main et l'imposition du réalisme socialiste, lequel n'a pas empêché d'avoir un Eisenstein aussi. Donc la contrainte, parfois, on peut ruser avec la contrainte. Un cas intéressant, c'est celui de l'Italie, puisque une grande partie des artistes ont adhéré ou en tout cas n'ont pas eu d'antipathie à l'égard du fascisme dans ces premières années, et les choses ont resté en place. Je parlais de le quatrième, la musique. Oui, tout à fait. La musique, vous me disiez tout à l'heure que c'était un monde auquel vous étiez plus hermétique. Toutefois, elle nous interroge aussi dans notre conception de l'art. Il y a des morceaux auxquels on n'accroche pas. Et pourtant, comme je le disais au début de notre conversation, ils sont écoutés par le monde entier. Moi, je ne suis pas hermétique à la musique. Non, ce que je vous disais, c'est que ayant vécu avec des compositeurs à Rome, notamment, c'est un monde beaucoup plus... voilà, avec le dialogue sur leur propre pratique est beaucoup plus difficile si vous n'êtes pas vous-même extrêmement savant, oui, même. On peut parler avec un écrivain, les arts visuels, il y a une sorte de perception commune. C'est en ce sens que c'est un milieu un peu fermé, il faut le dire. Le 5e art, c'est la littérature que vous connaissez bien. Alors, lorsque vous êtes là, on revient à la Bibliothèque nationale de France. Lorsque vous y étiez, vous avez lancé plusieurs appels aux dons du grand public pour l'acquisition de manuscrits rares, ce qui m'avait beaucoup touché à l'époque, Casanova, Jeanne de France, Michel Foucault, François Ier, etc. Parlez-nous-en. Pourquoi? Qu'est-ce que cet art-là a à nous transmettre? Fait appel aux dons, ou bien pourquoi je voulais acquérir les œuvres? Tout à fait. Pourquoi faire appel aux dons? Ça, c'est parce que de toute façon, ces grandes institutions ont besoin aspirent aussi à avoir un lien avec la communauté nationale dans son ensemble. Donc c'était jamais qu'une fraction du budget, mais c'était quand même important. Et c'était émouvant parce que parfois il y avait des dons de 10 euros avec des lettres très, très, très touchantes. Alors pourquoi? La mission de la Bibliothèque nationale, c'est d'être le dépositaire justement de la mémoire écrite, imprimée. Pas simplement les livres, d'ailleurs, mais aussi la musique, l'image. Et donc, par exemple, pourquoi acheter Casanova? C'était très amusant, ça, parce que c'est une histoire étonnante, d'ailleurs, parce que Casanova donc, a écrit sur le tard ses mémoires quand il était bibliothécaire, lui-même, d'ailleurs, d'un aristocrate de Bohême. Sur la recommandation de son médecin, parce que comme il était dépressif, le médecin lui avait dit écrivez les joies de votre vie, et c'est ce qu'il a fait. Et alors ce manuscrit, n'avait pas d'enfant, donc est passé à son neveu, qu'il a vendu à un éditeur allemand dont les descendants le possédaient toujours encore, il y a quelques années. Et il a été édité avec il écrivait en français, Casanova, un français assez pittoresque, parce que français parfaitement maîtrisé, mais il y a quand même des italianismes, et il y a une saveur particulière. Alors, ce manuscrit se trouvait donc chez cet éditeur allemand, Brockhaus, qui était basé à Leipzig. Pendant la guerre, la ville est complètement rasée par les bombardements. Heureusement, le manuscrit est dans un coffre qui a survécu. Il y avait deux frères l'un décide de rester à Leipzig, et l'autre dit je préfère aller du côté des Américains, et il est parti avec le manuscrit. C'est comme ça qu'on a pu et l'héritier en question a dit comme c'est écrit en français, je vais le proposer à la France. Parce qu'il a pu le proposer à l'Italie, mais donc il a fallu trouver, c'était pas un petit budget, plus de 7 millions d'euros, mais on l'a trouvé. Et voilà, donc ça c'était, je dirais, c'est un patrimoine en français
qui est universel, qui a permis de faire enfin une édition parfaite, d'après le manuscrit et de manière extrêmement méticuleuse. Mais c'est aussi l'idée que, voilà, dans une institution de ce calibre, parce que c'est une des 3 ou 4 très grandes bibliothèques historiques mondiales, voilà, un tel objet à sa place. Et il y en aurait encore beaucoup d'autres, des livres d'heures, etc. Mais comme on est là pour parler de ce que l'art a à nous transmettre, vous avez dit à l'instant que le médecin de Casanova lui avait préconisé d'écrire pour qu'il retrouve la joie de sa jeunesse, de sa vie d'aventure, de Venise, etc. Et vous, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Est-ce que ça soit ma dépression, ma tendance mélancolique? Non, non. Je parlais de transmettre. C'est une souffrance. Vous avez beaucoup écrit sur l'Italie. Qui n'a pas ressenti de syndrome de Stendhal en visitant l'Italie? Non, moi, je n'ai pas ressenti le syndrome de Stendhal, non du tout. J'ai jamais été saturé par l'Italie, j'en ai jamais assez, au contraire. Donc, je n'ai pas encore atteint ce stade-là. C'est vrai que c'est un pays... Enfin, j'adore l'Italie depuis toujours, mais nous sommes à la fois les deux pays, les deux langues latines les plus proches l'une de l'autre. Beaucoup plus proche, le français est beaucoup plus proche de l'italien que ne l'est l'espagnol, contrairement à ce qu'on croit, y compris dans la grammaire, les tournures, le vocabulaire. Bon. Mais nous avons deux modes de pensée complètement différents. Et ce qui explique que, d'ailleurs, les relations entre les deux pays connaissent des hauts et des bas depuis toujours, parce qu'il y a c'est une forme d'incompréhension. Donc ça, c'est une chose à laquelle je me suis toujours attaché et j'essaye de faire en sorte que les deux peuples se concernent. Et ce qui me navre, c'est aujourd'hui, de plus en plus, Français et Italiens ne peuvent communiquer entre eux qu'en parlant un anglais plus ou moins correct d'ailleurs. Alors que, voilà, autrefois, le français jouissait d'une position éminente en Italie qui a disparu à partir des années 60, et l'italien est relativement marginal en France. Donc ça, c'est très dommage. Le 6e art, c'est les arts de la scène, la danse, le théâtre. Et là, récemment, et je ne sais pas si on peut y mettre, oui, danse, théâtre. C'est un art qui vous parle ? Parler avec Laurence Pascalis, puisque à l'époque, à la ville de Paris, nous étions très engagés là-dedans. J'ai vu dire que le théâtre privé fait de nouveau, le théâtre dit privé fait de nouveau parler de lui. Oui, disons que j'ai lu beaucoup d'auteurs de théâtre. Mais la vérité du théâtre, c'est bien dans sa représentation, bien entendu, et qui est toujours un choix. C'est pour ça que même lorsque ce sont les mêmes acteurs, le même metteur en scène, jamais aucune représentation n'est strictement identique à la précédente. Il y a, par rapport au cinéma, où le dispositif est un peu semblable, on est assis dans le même fauteuil et on regarde, la présence physique, qui peut d'ailleurs créer parfois un certain malaise, donne à l'expérience théâtrale une dimension unique, dont d'ailleurs le monde du théâtre est lui-même très persuadé. C'est de tous les milieux artistiques que j'ai connus, c'est celui où la conviction de représenter quelque chose d'absolument irremplaçable et la plus forte. Puis il y a une dimension éphémère aussi qui est très importante. C'est fugace. Effectivement, on ne peut plus rouvrir le livre d'images comme après avoir vu l'exposition. On ne peut pas partir avec et essayer de regarder d'ailleurs une captation d'une scène de théâtre est souvent très, très austère ou très pénible, sauf si ça n'est plus du théâtre, justement. Ça n'est plus du théâtre. Ça devient un document, absolument. Mais ça n'est plus du théâtre. S'il n'y a plus l'être vivant, c'est plus du théâtre. Le cinéma, le 7e art, est-ce qu'il a toujours des lettres de noblesse à vos yeux ? Pas toujours, il n'en a pas toujours eu, parce qu'il n'a pas toujours été considéré comme un art, et ça a même été assez lent à atteindre ce statut.
pionnier, d'ailleurs, ça a été le musée d'art moderne de New York, le premier à avoir fait entrer la photographie et ensuite le cinéma. Je dirais que le cinéma, ça a été chaque époque a une forme culturelle dominante. Autrefois, il y a très longtemps, ça peut être l'épopée. À partir du 19e, c'est clairement le roman. Le 20e siècle, et c'est le siècle du cinéma. Maintenant, on passe un peu à autre chose. J'aurais tendance à penser que ce qui ne fait pas disparaître naturellement le roman, heureusement d'ailleurs, mais j'ai l'impression que la forme culturelle du monde globalisé, comme on dit, c'est la série. La série télévisée. C'est dite télévisée, mais oui. Enfin qu'on ne regarde pas forcément. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai eu, dans le cadre d'un travail qui m'avait été demandé, j'ai regardé tout Game of Thrones. Et avec un préjugé assez défavorable au départ, en disant monde de fantaisie, tout ça, de pacotille. Eh bien non, il y a une sorte d'abord parce que c'est techniquement très bien fait, que bon, une fois que vous êtes entré dans l'histoire, comme dans les Mille et une nuits, vous voulez connaître la suite, mais surtout parce que ce que j'ai trouvé d'assez bon, à la base c'est un écrivain qui est l'auteur du scénario, qui est, comme je vous conseille d'aller voir Tolkien à la BNF, qui est un homme de culture. Il disait lui-même que sans Tolkien, il n'y aurait jamais eu de Game Tolkien est un personnage extraordinaire. Il faut vraiment aller voir l'exposition. Je ferme la parenthèse. Qui est à la BNF, la comme par BNF hasard. dans le Voilà. site Mitterrand. Mais dans le cas de George R. Martin, vous reconnaissez, il y a le Moyen Âge, il y a une sorte c'est une sorte de melting pot culturel dans lequel il recycle aussi bien les grands, tous les grands classiques, hein, l'Iliade évidemment, Les Rois maudits. Shakespeare, ça va de soi pour un anglais, mais ce qui je trouvais intéressant, c'est que cette histoire, d'abord, ça parle du monde moderne quand même. Le mur, nous sommes un monde qui cherche à ériger des murs et empêcher un certain nombre de populations de les franchir. Il y a la grande glaciation, le changement climatique qui y est également. La question de l'identité est au cœur du sujet, du pouvoir aussi, des rapports entre morale et pouvoir, quand même une question assez préoccupante aujourd'hui. Et je me dis, vous êtes japonais, vous êtes chinois, vous n'êtes pas dépaysé, c'est la Grande Muraille. Enfin, vous retrouvez des thèmes, les dragons. Ça dit quelque chose à l'imaginaire chinois. Les Japonais se reconnaissent parfaitement dans ces armures. Donc, à partir d'un fond qui était assez, comment dire, une sorte de remixage de notre propre civilisation, on arrive à faire un produit qui aujourd'hui est réellement universel. Et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, je ne dis pas que c'est pas l'équivalent pour moi de la Divine Comédie ou des grands textes majeurs, mais en le regardant avec attention et en réfléchissant aux enjeux sous-jacents, lui, c'est assez extraordinaire. Je comprends que il n'y a rien de comparable dans l'histoire. C'est qu'à un même moment donné, sur la planète, des dizaines et des dizaines de millions de personnes ont regardé la même chose. Donc c'est une forme de communauté inédite. Et là, on vient d'effacer la frontière entre le 7e et le 8e art, qui est celui des arts médiatiques, justement. Mais ça n'est pas une catégorie. Radio. Ouais. Je veux dire que ça ne veut rien dire. C'est que le médium n'est pas un art. Ouais. La radio n'est pas un art. Alors, il y a des formes. L'apparition de nouveaux moyens de communication, et on le voit sous nos yeux avec Internet, crée de nouvelles formes. On rend certaines plus désuètes. Par exemple, la poésie qui était quand même la pratique noble pendant longtemps, et même encore jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, Paul Valéry, Saint-Jean-Perse.
un peu la résistance, mais voilà, après, c'est devenu aujourd'hui, éditorialement parlant, une activité de niche parfaitement marginale. Peut-être que le tweet, n'est-ce pas, qui est parfaitement... ça me plairait beaucoup aux poètes japonais, par exemple. Et peut-être que de nouvelles formes inédites, imprévues, vont surgir, et certains genres qui ont été dominants vont... le roman, par exemple, peut-être... disparaître au profit d'autres formes de narration comme celle que j'ai évoquée, et la poésie, au contraire, retrouver un... Donc je ne crois pas du tout à ce 8e art. Oui. Par contre, le 9e art, qui est la bande bande dessinée, voilà. Alors moi, je m'en occupe toujours, mais pas du tout parce que je suis un connaisseur, mais parce que le Festival d'Angoulême, qui est la manifestation phare en France, en Europe, sur le sujet, la bande dessinée dite franco-belge étant une des 3 grandes familles mondiales, avec le comique américain et le manga japonais, avait traversé une période de crise et qu'il fallait... voilà, il fallait rétablir de la sérénité et redonner une perspective d'avenir à cette manifestation majeure. En conclusion, parce qu'on va essayer de laisser la salle poser quelques questions, comment est-ce qu'on résumerait ce que ces arts, ces différents arts que nous venons de passer en revue ont à nous transmettre de votre point de vue, ou ce sur quoi, comme l'un de mes amis qui travaille dans le marché de l'art me disait, je vais régulièrement au musée pour me refaire l'œil sans cesse, voilà, pour garder cette fraîcheur et me faire une idée du beau. Mais moi, on revient à la question de la beauté. Mais justement, je ne sais pas si l'art nous enfin, ce qu'on demande aux œuvres d'art, de nous transmettre quelque chose. On leur demande de nous faire vivre une expérience plutôt intime, qu'elle résonne en nous. Moi, je n'attends pas d'une œuvre, justement, qu'elle me transmette une leçon morale ou qu'elle soit didactique. Ça, c'est justement un piège dans lequel elle risque de tomber. Donc, certaines expériences peuvent être, en effet, c'est là qu'on parle de beauté, parce qu'elles nous incitent à la sérénité, à la méditation. Elles peuvent être, l'expérience peut être aussi douloureuse ou nous heurter, et c'est aussi une des fonctions, à mon sens, aujourd'hui, de l'art. Je pense que ça l'a toujours été, d'ailleurs.